Donc, bienvenue à cette deuxième session de la matinée. Donc, on va passer au deuxième thème du colloque, là, avec une première partie. Donc, le deuxième thème, c'est les conséquences de l'emploi de ces armes. On a vu tout à l'heure donc le système d'emploi des armes. Là, on passe aux conséquences. Et une première partie ce matin sera consacrée donc aux atteintes aux libertés. Alors, pour ça, nous avons plusieurs intervenantes et intervenants. L'ordre dans lequel ils vont passer, ça va être d'abord Thierry Tantoni Merklen de l'Union syndicale solidaire, qui est animateur du groupe de travail droit et liberté à l'Union syndicale solidaire et qui va nous parler d'armes et violences en manifestation. Il y aura ensuite Mélanie Louis, qui est au bout de la table, qui est juriste de formation, responsable national des questions expulsion à la CIMAD et qui anime le groupe de travail sur les violences policières initié à la CIMAD en avril de cette année. Et donc, il nous fera un exposé, une présentation sur les violences policières à l'encontre des migrants. Et enfin, il y aura une présentation double, à deux, on va dire, entre d'un côté donc Christian Tidjani de l'Assemblée des blessés, qui est là au bout de la table également, et Mélanie juste à côté de moi, pour les mutilés, pour l'exemple. Et eux, ils vont parler des relations entre la police et les habitants des quartiers populaires, et notamment des opérations de police dans les quartiers populaires. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Thierry. Tu as ton micro qui est là, ça doit marcher. Bonjour, merci d'avoir fait ce colloque qui en plus tombe très bien pour Solidaire, justement parce que c'est un sujet qui pour nous est important et de longue haleine. Voilà, je vais pas mal lire, je suis pas très à l'aise donc en public. Donc moi je vais parler de la manifestation, puisque je représente donc l'Union syndicale solidaire. Donc nous, la manifestation, c'est pas le seul outil de lutte, mais c'est un outil très très important. Donc ce genre de les interactions avec les forces de l'ordre ou autres en manifestation pour nous donc sont assez omniprésentes. Alors c'est pas sur l'ensemble du territoire national. C'est vrai qu'à Paris on y est beaucoup impacté. Il y a des villes où il y a moins de soucis. Donc moi j'ai plus l'habitude du terrain parisien et c'est vrai que c'est assez lourd. Donc d'un point de vue juridique, la manifestation est entourée de normes de toutes sortes, alors des normes internationales, constitutionnelles, légales, réglementaires, jurisprudentielles, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'elle est un des droits humains et qu'elle est liée à la liberté d'expression et de réunion. D'un point de vue sociologique, la manifestation, alors c'est deux sociologues dans leur dernier ouvrage, Fabien Jovard et Olivier Filleul, disent dans sa forme canonique, elle est l'acte de rendre visible par le nombre l'expression d'une opinion, c'est le pendant visible du vote qui lui s'exprime derrière les rideaux fermés de l'isoloir. Les deux gestes ont en commun un rapport au nombre. La manifestation d'un grand nombre vient contrebalancer ou compléter l'expression d'une majorité issue des urnes. Donc on comprend bien que le problème de la massification est consubstantiel à la manifestation. Et donc les syndicats, l'Union syndicale solidaire constate que depuis quelques années, il y a une désertification, une désertion des manifestations. Et je ne parle pas que des cortèges syndicaux, et un appauvrissement des cortèges. Et nous pensons que parmi les causes de ça, les utilisations d'armes et les violences dans les manifestations font que les gens ont peur de venir manifester, car ces violences les dissuadent. Et en ce sens, nous considérons que les utilisations d'armes et les violences constituent des entraves à la liberté constitutionnelle de manifester. Les conditions imposées aux manifestants par les forces de l'ordre sont très dissuasives. Pour manifester, déjà, il faut faire des déclarations, donc déposer des trajets. Ça implique des négociations avec la préfecture. Alors, des fois, en province, c'est la préfecture, les agents préfectoraux. À Paris, c'est carrément avec la direction de l'ordre public et de la circulation. Donc, c'est des policiers.
Donc c'est le premier contact et les premières entraves qu'on a sur la liberté de manifester. Il faut négocier. Il faut négocier. Et après, bien évidemment, sur le trajet, on n'est pas du tout accompagné. Là, on n'est pas du tout comment dire, à même de maîtriser ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que les policiers sont mis à distance ou pas? Ça, c'est laissé, même si on fait des vœux auprès de la préfecture, on est rarement écouté, quoi. Et donc pour manifester, il faut prendre le risque d'être blessé lors d'une charge par une grenade, supporter la peur, les nuées de gaz lacrymogène. Faut aussi accepter l'encerclement par les forces de l'ordre, se soumettre à un contrôle du cortège. Donc les cortèges sont donc s'arrêter, être séparés, nasser. Avec le problème des fois de quitter même carrément la manifestation, parce qu'une fois arrivé au terme de la manifestation, il faut faire les places parisiennes sont très vastes, et donc il faut trouver une issue offerte. Il y en a des fois qu'une, et on passe au compte-gouttes, quoi, avec éventuellement des fouilles. Donc un régime politique qui se déclare habité par l'idéal démocratique devrait pourtant mettre en place tous les moyens nécessaires pour s'assurer que la contestation puisse s'exprimer, et c'est pas le cas. Par exemple, donc, j'ai pris l'exemple de la journée phare des syndicats, qui est le 1er mai. Le 1er mai, c'était une journée encore, il y a quelques années, une manifestation où les syndicalistes et militants se rendaient en famille. Bon, ça fait longtemps que c'est plus le cas. Et il y a l'exemple qui ressort dans beaucoup de discussions militantes de l'exemple du 1er mai 2019 où le carré de tête, avait été l'objet d'attaques. Alors, les services de la préfecture de police à Paris, les services de la préfecture de police ont dit que c'était parce que il y avait des casseurs qui avaient tenté de s'infiltrer dans le carré de tête, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est le carré de tête qui a été l'objet de grenadages, de tirs. Le secrétaire général de la CGT a été contraint de quitter temporairement le cortège en début de manif. Donc, et lui, il a carrément dit, la police a chargé la CGT, c'est grave parce qu'on est identifié quand même. Et il ajoute que j'avais rendez-vous avec vos confrères, il dit ça aux journalistes, pour un point de presse traditionnel, et les forces de l'ordre sont intervenues, ont visé la camionnette de la CGT qui ouvre le cortège. Et lui, il pense qu'il y avait une volonté délibérée d'affrontement. D'autres syndicats en ont aussi parlé lors de ce 1er mai 2019. Le porte-parole de Solidaire de l'époque, Éric Benel, dit qu'il a dû répondre à une interview avec un masque à cause des gaz lacrymogènes. Il a accusé la police d'avoir volé le 1er mai. La FSU, elle, n'a même pas pu, n'a pas assisté à la manifestation parce qu'elle a carrément quitté le cortège. Donc ils sont partis. Alors à Solidaire, on a mis en place plusieurs outils. Le premier outil, c'est de constituer des services d'ordre. Donc le service d'ordre, à la base, c'est merci. Le service d'ordre, au départ, il a été constitué en Île-de-France. C'était bien évidemment du fait du nombre des manifestations. Donc, il remonte de manière formelle à 2016. Il y a une charte qui a été établie pour faire un SO mixte et démocratique avec répondant au mandat des instances nationales. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que donc, on milite depuis longtemps pour l'interdiction des armes en manifestation, comme le LBD et la grenade. Donc, il y a une ribambelle de tribunes
2016, 2018, 2019. Des contributions de solidaires ont participé à la saisine du défenseur des droits. Et en 2019, on a saisi le Conseil d'État sur une demande d'interdiction du LBD en manifestation et avec d'autres, hein, il y avait la CGT et d'autres, mais Solidaire en faisait partie et ça a été le Conseil d'État a rejeté notre requête le 24 juillet 2019. Bon, ça remonte à quelque temps. On a fait d'autres recours comme contre le schéma national de maintien de l'ordre, le SNMO, autant dans sa première version que dans sa deuxième version. Puisque la première version, on avait obtenu des annulations, notamment sur les journalistes, les NAS. Le ministère de l'Intérieur l'a retouché. Et bon là, ils avaient simplement modifié la partie concernant les journalistes. Donc les syndicats de journalistes étaient contents, mais nous on a attaqué sur 2 points qui n'étaient pas évoqués, le statut des observateurs, qui n'était pas du tout évoqué et qui pose quand même un gros souci, et également le problème des NAS, qui était toujours pas réglé pour nous dans la deuxième version du SNMO. Ensuite, bon, juste un point, c'est sur ce qui a été dit sur la première tribune, c'est effectivement la difficulté, je reviens sur ça parce que je trouve que c'est assez important, la difficulté d'accès aux chiffres des violences par PDAP, personnes dépositaires de l'autorité publique. On sait très très peu de choses, ça filtre à travers les rapports de l'IGPN qui sont complètement incomplets à ce niveau-là, qui donnent pas du tout, par exemple, les chiffres d'actes de violence, c'est pas du tout chiffré par l'IGPN. Dès qu'il y a des mises en cause pour violence, il y a pas de chiffres. On connaît le nombre de tirs, mais ce n'est pas du tout les actes de violence sont pas chiffrés, elles sont noyées dans le nombre des actes de violence global. Et donc, je crois que j'en ai fini, moi. Oui, j'en ai terminé. Voilà. Merci Thierry. Non, c'est quoi ? Donc on va passer à Mélanie pour la CIMAD. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Mélanie, je travaille pour l'association La CIMAD, qui est une association d'accompagnement juridique et administratif des personnes étrangères. C'est une mission qu'on exerce à travers 115 permanences à travers toute la France, dans 8 centres de rétention administratifs, dans plus de 75 prisons, aux frontières, dans 2 centres d'hébergement et sur un projet bidonville ici à Montpellier. Donc ça donne un spectre assez large des lieux où les violences sont commises. Et à travers nos permanences, la question des violences policières est de plus en plus prégnante, d'où l'ouverture d'un groupe de travail cette année sur la question. Alors, au niveau de la CIMAD, on estime qu'il est important d'aborder la question des violences policières à l'égard des migrants pour plusieurs raisons. D'une part, ce sont des violences systémiques, puisqu'elles sont intégrées dans un système de dissuasion et d'invisibilisation des personnes étrangères, un public considéré comme indésirable par l'État. Donc, il faut savoir que plus d'un demandeur d'asile sur 2 n'est pas hébergé par l'État, qu'un certain nombre de réfugiés ne sont pas hébergés, qu'un certain nombre de personnes sans statut administratif et juridique sont en errance. Et du coup, l'État s'attelle à chasser ces personnes-là de tout lieu. Donc, on démantèle les campements. Les migrants à l'intérieur de Paris, on les chasse vers l'extérieur de Paris. Les migrants sur le littoral nord, on va les forcer à monter dans des bus pour les dispatcher à travers la France. Et donc, il y a vraiment cette stratégie d'invisibilisation des personnes étrangères, ce qui est propice aux violences policières. On a également une politique d'expulsion des personnes du territoire français. Donc, c'est ce qu'on appelle à la CIMAD
une machine d'expulsion à tout prix. On nous dit sans cesse, c'est la slide d'avant, pardon. On nous dit sans cesse qu'il faut expulser plus vite et mieux. Donc ça aussi, c'est propice aux violences policières. Et dans le cadre de cette stratégie d'expulsion, on a l'intensification d'un certain nombre de mesures de contrôle et de contraintes qui visent les personnes étrangères, donc à travers un système d'enfermement des personnes, à travers la notification de mesures d'assignation à résidence, donc où les personnes sont assignées à un périmètre donné, doivent rester au sein d'un domicile ou d'un lieu sur une plage horaire donnée, qui doivent pointer au commissariat de manière quotidienne, y compris avec des enfants. Et donc tout cela aussi, c'est propice à des violences policières. Et donc dans le cadre de cette stratégie et donc de ces politiques répressives et de dissuasion, on a tout un spectre de violences symboliques qui prennent autant de place que les violences physiques dont on a parlé en première partie ce matin et dont je vous parlerai dans un instant. On considère qu'il est également important de parler des violences policières parce qu'il y a tout un système d'impunité qui règne autour des auteurs de violences. On est sur un public particulièrement vulnérable qui généralement a subi un parcours migratoire assez traumatisant. Donc on va dire que leur priorité, une fois en France, n'est pas forcément d'aller porter plainte ou d'aller faire valoir leurs droits. On est sur un public qui ne connaît pas ses droits, qui ne connaît pas le système français, qui ne connaît pas les dispositifs d'accès aux droits, qui souvent ne maîtrise pas la langue française. Et donc, c'est un public qui n'a pas recours à la justice, qui ne porte pas plainte, ce qui amplifie du coup ce sentiment d'impunité au sein des forces de l'ordre. On a également un certain nombre de personnes sans papier, du coup, qui ont peur d'aller faire valoir leurs droits parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de droits. Et ce sont des violences qui sont exercées le plus souvent à l'abri du regard de la société civile. Par exemple, lors des démantèlements de campements, la police va instaurer des périmètres de sécurité de manière injustifiée, de telle sorte que les journalistes, la presse, les associations n'ont pas accès en fait à ce périmètre-là et on ne voit pas ce qui s'y passe ou de très loin. Aux frontières, on est sur des zones, par exemple montagneuses, donc on ne peut pas être présent partout. Il y a peu d'acteurs de la société civile sur ces lieux-là. Je vous parlais tout à l'heure de l'assignation à résidence. De plus en plus, on a des interpellations à domicile pour exécuter les mesures d'éloignement. Et là aussi, ça échappe au regard du juge et des associations. Et enfin, pourquoi est-ce important de parler des violences policières à l'égard des personnes migrantes? Tout simplement parce que ça a peu d'écho médiatique. Cette semaine, on a entendu parler de l'autosaisie du défenseur des droits, donc de Claire Hédon, sur 3 situations. Alors, on en a parlé ce matin concernant des refus d'obtempérer qui ont conduit à la mort de personnes, donc les cas de Sevran, Pont-Neuf et Paris 18e. Et on a complètement passé sous silence un autre cas de refus d'obtempérer qui a entraîné la mort sur le barrage de Sospel sur la frontière franco-italienne, où là, donc, on a eu une personne qui est décédée. Les 4 autres personnes dans le camion étaient placées en rétention, libérées par le juge des libertés de la détention en raison du traumatisme subi. La préfecture a quand même fait appel. Ils ont été libérés en cours d'appel. Et ça, au-delà de la presse locale, on en a entendu très peu parler. Et j'espère bien que Claire Hédon se saisira de cette situation-là également. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des violences policières en manifestation et ciblées sur les quartiers défavorisés, entre guillemets, mais on entend beaucoup moins parler des violences policières à l'égard des personnes migrantes. Alors, quand est-ce qu'elles ont lieu, ces violences? Elles ont lieu notamment lors d'opérations de police, lors de contrôles d'identité, d'interpellation, lors d'évacuation de campements, de démantèlement et d'évacuation de squats. On les retrouve également lors du transfert du lieu d'interpellation vers le commissariat ou la gendarmerie ou vers le lieu privatif de liberté. On les retrouve également au moment de la garde à vue, de la retenue administrative, de la mise à disposition. On les retrouve également lors de la privation de liberté des personnes, donc dans les centres de rétention administrative, dans des locaux de rétention administrative, dans les zones d'attente, donc qui sont également des lieux privatifs de liberté, et autres lieux dont je vous parlerai dans un instant. Et notamment lors d'une mise à l'isolement parce qu'il n'y a pas de caméra ou au moment de la fouille parce que pareil, il n'y a pas de caméra et les associations n'y ont pas accès. Et enfin, on les retrouve au moment de l'exécution de la mesure d'éloignement. Donc, c'est là où on retrouve énormément de violences policières.
Alors, elles sont exercées par qui principalement? Nous, à la CIMAD, on a envoyé un questionnaire en 2019 à l'ensemble du mouvement de la CIMAD pour répertorier un petit peu les violences qui sont commises. Et ce qui ressort le plus, c'est qu'elles sont essentiellement commises par la police aux frontières, la PAF. Donc, c'est la PAF qui gère les centres de rétention, c'est la PAF qui se retrouve aux frontières, c'est la PAF qui met à exécution les mesures d'éloignement. Ce sont en général des jeunes policiers. En général, c'est également ceux qui n'ont pas obtenu les meilleures notes au concours d'entrée. Donc, ils se retrouvent un peu frustrés de se retrouver dans des lieux privatifs de liberté assimilés à des surveillants pénitentiaires, alors que eux rêvaient d'une carrière d'officier de la police judiciaire. Et donc, on les met dans des lieux privatifs de liberté et ça donne du coup un milieu propice aux violences policières. Alors, je vous ai fait un petit tableau. Si l'on peut passer à la salle suivante, merci beaucoup. Oui, c'est un peu petit. Des violences qui sont constatées. Donc, comme je vous ai dit, ça va au-delà des violences physiques. Donc, il y a toutes les violences physiques classiques, coups et blessures. Je vous ai pas mis là, mais on a eu également plusieurs cas de viol récemment. Donc, les violences sexuelles. Et tout ce qui est menottage, ligotage, entrave, notamment au niveau de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Donc, ils vont mettre un casque, ils vont bâillonner la personne, ils vont l'attacher sur un brancard. Donc, tout ça, en général, ça se passe avec pas mal de violences. On a les violences verbales et on a les violences psychologiques qui sont ancrées, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans cette stratégie de harcèlement et d'intimidation des personnes migrantes. Donc, ça va passer par la confiscation, la destruction, la saisie de documents d'identité, d'effets personnels. Donc, ils vont passer sur les campements, ils vont lacérer les tentes, ils vont confisquer les effets personnels. Ça va passer par des fouilles à nu, des palpations abusives, y compris par des personnes du sexe opposé, ce qui est interdit par la loi, par du racket, il y en a beaucoup, par des tirs à balles réelles pour intimider, on en a parlé ce matin, donc ils vont pas forcément viser les personnes, mais voilà, c'est juste pour intimider en fait les personnes présentes. Ça va passer également par de la divulgation d'informations confidentielles. Donc là, c'est plus particulièrement dans les lieux privatifs de liberté où, par exemple, les policiers vont faire fuiter le dossier médical d'une personne atteinte d'une pathologie grave en vue qu'elle... Enfin, l'objectif, c'est clairement qu'elle soit stigmatisée par les autres. Ça va passer par des humiliations diverses. Par exemple, empêcher une femme d'entrer dans le centre de rétention avec son soutien-gorge. Ça va être toujours dans un lieu privatif de liberté en centre de rétention, ça va être la diffusion de bruitages particulièrement obscènes pendant la prière, par exemple. Et on a tout ce qui est contrôle abusif d'identité qui sont clairement utilisés comme des outils de la lutte contre l'immigration. Donc on les retrouve partout, aux abords des campements, sur la voie publique, ce sont des contrôles aux faciès. Sur les frontières, par exemple, si vous allez à la gare de Menton, vous avez un train qui passe toutes les 30 minutes en provenance d'Italie, vous avez un dispositif policier à l'avant et à la fin du quai. Le train arrive, donc deux groupes montent dans le train, ils parcourent tout le train, ils fouillent partout les bagages, ça va jusqu'aux toilettes. Si la porte des toilettes ne s'ouvre pas, ils gazent. Si la porte des toilettes ne s'ouvre toujours pas, c'est un pied de biche. Donc tout ça, c'est assez, enfin pour l'avoir témoigné, c'est très malaisant. À Mayotte, par exemple, on a eu une circulaire là qui date de janvier de cette année qui fait une fois de plus l'amalgame entre la lutte contre l'immigration et la lutte contre la délinquance et qui appelle la police à contrôler au maximum. Donc on retrouve la police aux abords des écoles qui contrôle. Donc il y a vraiment une présence policière très très forte pour intimider les personnes étrangères. On a tout ce qui est refus de droit, donc beaucoup de refus de dépôt de plainte. Donc les personnes n'arrivent pas à déposer plainte, donc elles adressent un courrier au procureur de la République à défaut de pouvoir déposer une plainte au sein d'un commissariat ou d'une gendarmerie. C'est des refus de droit en garde à vue ou en retenue, pas d'accès à l'interprète, à l'avocat, à l'association, des refus de soins. Au niveau des négligences, on a donc ce que j'appelle négligence, c'est les refus d'intervention, la non-assistance à personne en danger. Donc sur les frontières, dans les zones montagneuses, on a des chasses à l'homme, où on a des courses-poursuites, où la police voilà, mène des courses-poursuites. C'est très très dangereux. On a eu plusieurs cas on a vu dans la presse et on a pu témoigner de plusieurs personnes décédées ou grièvement blessées des suites de ces courses-poursuites et la police n'intervient pas.
Pareil sur les campements, lorsqu'il y a un appel, il y a un incendie sur le campement, la police refuse d'intervenir. Des retards de soins. Et en ce qui concerne les détournements de procédure, l'abus de pouvoir, on a tout ce qui est convocation déloyale. Donc, on va confisquer les papiers d'identité de la personne. On va la convoquer au commissariat pour lui dire, voilà, revenez chercher vos documents. Et en fait, c'est pour lui notifier une mesure d'éloignement. Des procédures de chantage, du coup, pour la signature des PV, on va leur dire qu'ils ne vont pas être placés en centre de rétention et à la place, du coup, on leur dit de signer des documents avec des propos, enfin, avec des déclarations qui ne correspondent pas à la réalité. De la détention arbitraire aux frontières, c'est-à-dire que dans des structures modulaires attenantes au commissariat de police, ils enferment des personnes sans base légale toute une nuit, ainsi que plusieurs heures dans la journée. Et donc là aussi, c'est des privations de liberté sans base légale. Des mises à l'isolement injustifiées dans les lieux privatifs de liberté. Donc, par exemple, entre août 2021 et mars 2022, sur un seul centre de rétention, donc celui du Ménil-Amelot en région parisienne, ce sont 76 placements à l'isolement dans ce seul centre de rétention. Donc, c'est énorme et donc c'est utilisé à tout va. Et les transferts forcés dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on force les personnes à monter dans les bus pour les dispatcher un peu à droite à gauche. Donc tout ça fait qu'on a un certain nombre de droits et de libertés remis en cause. Comme il me reste plus beaucoup de temps, je vais vite. La liberté d'aller et venir, le droit à la sûreté, le droit de ne pas subir des traitements dégradants et le droit à la dignité et à l'intégrité physique. Très concrètement, les personnes étrangères ont peur de se déplacer du fait d'être interpellées, le fait de subir des violences. Et elles font l'objet de multiples formes d'enfermement. Et pour terminer sur les freins à l'accompagnement, ce qui nous freine grandement, c'est la banalisation, la minimalisation des violences par les personnes victimes, parce que ce sont des énièmes violences subies au cours de leur parcours migratoire. Ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impossibilité de déposer plainte. Ça va être le système d'impunité. Donc, par exemple, sur le centre de rétention du Ménil-Amelot, 13 plaintes ont été envoyées par la CIMAD en 2021, 10 en 2020, donc ça fait 23 sur 2 ans, donc on est à peu près sur une plainte par mois. Et ça, c'est juste par rapport à ce qu'on témoigne et ce qu'on nous relate. Et toutes ces plaintes-là ont été classées sans suite. On a le système de contre-plainte, donc dès lors qu'une personne porte plainte, la police va porter plainte en retour pour outrage et rébellion. Et il y a vraiment ce système de 2 poids 2 mesures où la plainte de la police va être traitée de manière beaucoup plus rapide et efficace avec des suites, alors que la plainte de la victime, absolument pas. On a des intimidations qui sont exercées sur les personnes accompagnantes, donc avec des convocations au commissariat pour l'aide au séjour irrégulier, ce qui est puni par la loi dans certaines circonstances. Donc, ils utilisent ça de manière abusive avec des procédures qui sont engagées. Et des délais de procédure aussi qui sont incompatibles avec le parcours de la personne migrante. On est souvent sur des personnes en transit ou qui vont être expulsées assez rapidement et du coup, elles ne déposent pas plainte parce que on sait très bien que les délais de procédure sont très longs et que du coup, la personne sera partie. Il y a toute la question de l'accès à la justice, un avocat, une association. Donc, dans plusieurs lieux, on voit qu'elles n'ont pas accès ni à un avocat ni à une association, ce qui ne facilite pas l'accès à la justice. Le manque de preuves, l'accès aux médecins, puisque quand on ne peut pas déposer une plainte, on ne peut pas aller à une UMJ, puisqu'il faut y aller avec une réquisition. Les médecins traitants ne les prennent pas non plus. Et donc, apparemment, mon temps est terminé, donc je m'en arrête là. Mais voilà, vous avez un petit panorama des violences exercées, des difficultés rencontrées sur l'accompagnement des personnes étrangères. Voilà, merci de votre écoute. Merci pour ce panorama. Christian et Mélanie, donc vous allez intervenir, vous, sur les quartiers populaires, les opérations de police, le contact avec la police dans les quartiers populaires. En fait, je voulais juste intervenir sur un point. Et d'ailleurs, tu m'en donnes l'occasion, c'est que, en fait, on parle d'interdiction des LBD dans les manifestations. Et c'est très important, en fait, parce que ça dérive en interdiction des LBD dans le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, en fait, il s'applique lors de manifestations. Et on considère qu'une manifestation devant un lycée de quartier n'est pas un maintien de l'ordre, mais une opération de police. Et ça, c'est très important dans ces formes de revendication,
Parce qu'on entend souvent l'interdiction du maintien de l'ordre, l'interdiction des LBD dans le maintien de l'ordre. En fait, ça n'a rien à voir. Ça laisse l'occasion, en fait, des flics d'être en roue libre dans les manifestations devant les lycées. Et je dis devant les lycées parce qu'il y aura d'autres exemples. Et je suis pas là pour porter une contradiction vis-à-vis de ce qui se dit. C'est simplement de porter une information qui est importante parce qu'au plus haut sommet, en fait, des mouvements de contestation, on parle de maintien de l'ordre. Et il y a une erreur, en fait, de terme, parce que le maintien de l'ordre, c'est simplement, c'est maintenir la foule. Et l'opération de police, en fait, c'est faire cesser une infraction, un délit ou un crime. Et c'est exactement ce qui se passe devant des lycées et dans les quartiers. Mais il y aura d'autres interventions qui permettront de formaliser, en fait, cet état de fait. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir cette discussion avec des syndicats, des organisations, pour qu'elles arrêtent ou qu'elles comprennent que le maintien de l'ordre, en fait, c'est seulement pour une partie de la population. Et les quartiers populaires, si elles ont du mal à lever des mouvements de contestation, et d'ailleurs, le seul mouvement réellement de contestation, c'est le lycée. C'est quand il y a un appel au mouvement des retraites, par exemple, il y en a eu 2 en 10 ans, les lycées se sont aussi mis dans la contestation. Mais personne ne sait que dans les lycées, en fait, de quartier, il y a eu des tirs de LBD, il y a eu des enfants blessés. Et si on ne prend pas en considération ça, on va perdre toute l'éducation populaire, en fait, de la contestation vis-à-vis de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, et c'est un appel, à ce que les syndicats, les organisations prennent en compte et viennent aussi aider les élèves à pouvoir aider à la contestation, en fait, qui pourrait être, justement, parce que nous, on est pour, évidemment, la grève générale, hein, on est pour. Donc, et c'est très important. Si on passe à côté de ça, vous aurez toute une partie de la population, en fait, qui se retirera de tous ces mouvements-là, déjà qui s'est retiré. Et il n'y aura pas d'autre solution. Et c'était un appel, c'est pour ça que je voulais faire vraiment cette différence-là, parce que, en plus, comme Mélanie le dira, on se bat, nous, les familles, justement, à ce que la violence de la police cesse. Et il est vrai que depuis quelque temps, elle se réduit parce qu'il y a une autre violence qui est la matraque financière. C'est-à-dire que maintenant, on va plus au contact, en fait, des jeunes, puisqu'on les connaît. Et donc, on a des jeunes qui se retrouvent avec des milliers, des dizaines de milliers d'euros de PV et qui ne sont pas contestables parce que le flic, son PV, en fait, il est assermenté. Son PV, il est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contester, en fait, un PV de police. On ne peut pas, devant les tribunaux, le contester. Non, on ne peut pas. Non, mais théoriquement, oui, on peut le faire théoriquement. Mais dans la pratique, nous qui vivons, c'est impossible de pouvoir le contester. Et c'est rare. C'est-à-dire ce que vous entendez dans les médias, en fait, c'est une infime partie. C'est une infime partie, en fait. Mais la plupart des PV, en fait, sont validés par la justice. Et vous savez, même parfois, le juge, et je parle de juge de police, le juge du tribunal de police, parfois même, il s'aperçoit qu'il peut y avoir un petit souci. Et vous savez, et la décision, elle est quoi? Eh ben, on coupe la poire en 2, ce sera moitié. Vous voyez, donc, il y a plus, c'est pour ça que nous, on a un problème, en fait, avec cette forme de légalisme, parce elle part sur un mensonge, elle part sur des non-dits, elle part sur un saucissonnage des violences policières. Et donc, parce qu'il y a un saucissonnage, il y a une sorte de corporatisme, en fait, dans tous ces mouvements. Et c'est ça qu'on voulait, en fait, qui est important. Tenir compte des quartiers populaires, ça permet justement de faire grossir la contestation. Parce que les fins de mois pour les gilets jaunes, les fins de mois, ce sont les fins de mois pour tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités à ce colloque. Donc, moi, je suis Mélanie du collectif Mutilé pour l'exemple. Je partage le temps de parole avec Christian de l'Assemblée des blessés, qui m'a offert ce temps-là. Et merci, cette camaraderie. En effet, je vais appuyer les dires de Christian. La police, c'est la police. Si on ne combat pas
si on ne combat pas toute la police, ce que vous dites, c'est que nous, en quartier populaire, on est des Français de seconde zone et que on mérite de se prendre des LBD dans la tronche, qu'on mérite de se prendre des grenades. Et donc, tout ce que vous regrettez sur les manifestations, nous, en fait, on le mérite. Et pour quelle raison? Nos parents, mon grand-père vient d'Algérie. Et donc, il a subi ça. Moi, je suis son héritière. Et donc, je subis la même chose que lui a subi en Algérie. Et ça va continuer encore combien de temps? Est-ce que moi, mes enfants vont devoir subir ce que j'ai subi, ce que mon père a subi, ce que mon grand-père a subi en Algérie? Est-ce que c'est juste? Je ne pense pas. Ces armes-là, qui sont dites non létales, mais qui tuent à petit feu, demandez à un mutilé si aujourd'hui il arrive à se reconstruire, on a beaucoup de mal. Parce que en plus de ça, l'État a mis en place une stratégie judiciaire pour permettre à ces policiers de nous mutiler, de nous tabasser, de nous violer. Parce qu'en quartier populaire, tout à l'heure, tu disais, on parle de viol, mais en quartier populaire, on nous viole. On nous viole constamment par des fouilles au corps où on nous met des doigts dans le derrière pendant les fouilles au corps à travers nos habits. C'est une pratique constante de tous les jours. Alors ouais, comme nos parents, on a arrêté de parler, on a arrêté de le dire, de le raconter, parce que le tout à chacun ne nous croit pas. Donc on ne croit pas que la police est violente, que la police vient gratuitement. Alors, il suffit simplement de regarder le look de la police qui intervient dans nos quartiers. Qui intervient principalement? La brigade anticriminalité. On en parle de ces messieurs, comment ils sont lookés, comment ils sont tatoués, comment ils ont des symboles nazis sur leur peau, gravés sur leur peau, la barbe, leur coupe de cheveux. Tout est une communication non verbale pour nous faire peur. Donc on dit que le LBD, le flashball a été une arme pour nous montrer et nous faire peur, mais le look des baqueux nous fait peur. Les voitures des baqueux, ils ont quoi comme voiture les baqueux? Des Skoda, vitres teintées. C'est interdit par la loi, on n'a pas le droit d'avoir des vitres teintées. Eh ben, eux, ils ont le droit. Ils ont tous les droits. Donc, ils arrivent dans nos quartiers populaires et ils font la loi. Et ils nous font la chasse. On a eu la police de proximité dans les années sous Jospin, et c'est Sarkozy qui nous l'enlève en disant la police n'est pas faite pour jouer au foot avec les gens. Alors ouais, clairement, si demain j'ai l'occasion de faire un foot avec un flic, je vais lui faire des béquilles. C'est la vérité, je me vengerai. Donc Sarkozy, il n'avait pas tort en soi. Ils sont pas là pour faire le foot, mais ils sont pas là non plus pour nous tuer, pour nous violer, pour nous massacrer, pour nous harceler, parce que les voitures de la BAC qui tournent sans cesse dans les quartiers, c'est pour quoi faire? C'est pour nous faire peur. C'est pour aussi nous dire on est là et votre terrain, c'est notre terrain. Les amendes. Pendant le confinement, les gamins des quartiers populaires se sont fait amender plus que tout à chacun, je pense. Quand vous êtes blanc, que vous habitez en quartier populaire, vous avez moins de chances d'avoir une amende. C'est un fait. Je m'appelle Mélanie, je suis une femme et je suis pas toujours quoi. Maintenant, ils savent, mais avant, ils savaient pas que j'étais à moitié rebeu et du coup, je me prenais moins d'amendes qu'aujourd'hui. Eh ouais, je suis gilet jaune, on m'appelle Lady Burger. Les flics m'appellent par mon nom Facebook. Tout est fait pour nous intimider, pour qu'on ferme notre gueule et qu'on reste chez nous. Alors quand la police ne réussit pas, on nous met devant les tribunaux et là, depuis 95, on s'est mis à protéger les préfets, la police, et plus ça va et moins c'est possible de mettre un policier devant les tribunaux. Et quand on arrive à les mettre devant les tribunaux, ils sont relaxés. Et en plus, nous, on est criminalisés en grande partie. Je parle bien des quartiers populaires et non des gilets jaunes. Quoique les gilets jaunes subissent à peu près les mêmes le même constat. Ils subissent à peu près les mêmes choses que les quartiers populaires. La comparution médiate, un dispositif qui a été mis en place aussi pour les quartiers populaires. Donc, on nous met une police spéciale, la brigade anticriminalité, une police dégueulasse, raciste, néo-nazie par moment,
qui a le look. On nous met des dispositifs comme les comparutions immédiates, des peines, en fait, les peines qui ont servi pendant l'état d'urgence contre les terroristes, comme si en quartier populaire, on était tous des terroristes. Du coup, on va avoir des fouilles préventives, on va nous demander d'ouvrir nos coffres de voitures, ce qui était interdit. Aujourd'hui, n'importe quel policier peut arriver et me demander de vider ma voiture complètement. Et si je le fais pas, c'est lui qui le fait. Est-ce que c'est normal? Donc, on va trouver dans mon coffre peut-être une batte de baseball parce que mon fils fait du baseball. Je peux aller en garde à vue. Et ça, ce sera, voilà, quoi. C'est le quotidien en quartier populaire. Si les organisations syndicales, politiques, les associations ne le comprennent pas, ils n'y arriveront pas à enlever les armes en manifestation, puisque ces armes-là, de toute façon, elles ont été créées pour les quartiers populaires. Donc, il faut le prendre à la base. Nous, on s'en prend dans la gueule depuis le départ de la mise en place des... Eh ben, là où ça a commencé, il faut le terminer. Ça a commencé dans les quartiers populaires, on le termine dans le quartier populaire. Et c'est pareil, les flics, quand ils sont condamnés et qu'on a des indemnités, c'est pas le policier qui va nous payer, c'est la France, ce sont les Français. Le fonds d'indemnisation des victimes, ce sont toutes vos cotisations d'assurance qui nous sont données parce que voilà, on s'est fait défoncer. Et donc quand ils veulent bien nous donner, c'est votre argent à vous. Nous, on veut pas de cet argent-là. On veut l'argent du ministère de la police. On veut leur thune. Quand ils devront nous donner 150 000 à chacun et que du coup ils auront plus de budget, ils arrêteront de faire du sale. Quand ils pourront plus acheter leur putain de voiture là électrique, qu'on les entend même pas et qui peuvent nous écraser parce qu'on les entend pas et qui roulent à toute berzingue, eh ben ils arrêteront peut-être. Mais aujourd'hui, on déplace le problème et on va chercher de l'argent là où il faut pas. Voilà. Donc, on a été les sacrifiés parce que déjà, on habite en zone urbaine. Pendant les confinements, on n'avait pas le droit de sortir. Donc, on habite en HLM mal isolés, des HLM qui ont été construits à la va-vite pour répondre à l'après-guerre d'Algérie, pour répondre aussi à l'industrialisation de la France. Donc, on a construit des bâtiments autour de grues. Donc, on a mis une grue et on a construit les bâtiments autour de la grue parce que la grue, ça coûte cher à déplacer. Et on s'en foutait de la qualité de vie des gens. Et pendant le confinement, on nous a demandé de rester dans nos appartements. De nos appartements mal insonorisés, mal équipés, où tout le monde n'a pas une pièce. Et il a fallu aussi que nos enfants étudient dans ces conditions. Et qu'on les fasse pas sortir assis 1 heure par jour, mais surtout avec une attestation. Et si jamais j'ai un problème d'écriture et que je sais pas, et que l'attestation que j'ai, elle est pas dans ma langue maternelle, rien n'est fait pour les quartiers populaires, rien n'est fait pour les personnes d'origine étrangère, rien n'est fait pour les personnes racisées. C'est une vérité, c'est un constat, c'est un fait. La France est coupable de contrôle aux faciès, on s'en fout. La France est coupable de NAS, on s'en fout. Quoi, la France s'en fout, elle est autonome. Quoi, le gouvernement, il s'en bat les reins. Donc, est-ce que nous aussi, on ne devrait pas s'en battre les reins et à un moment donné combattre toute la police, que ce soit la police aux frontières, que ce soit la BAC, que ce soit la municipalité, la police municipale, c'est Balkany. C'est Balkany qui la met en place. Et au début, tout le monde dans le régime politique dit quoi? Dit ouais, non, ça va être la milice privée de Balkany. Il faut pas que ce soit mis en place. Et au final, aujourd'hui, toutes les villes de France ont leur police municipale à des taux différents, parce que chez moi, par exemple, ils ne sont pas dotés d'armes. Mais à Valenciennes, ils ont des armes de poing. Voilà. Voilà ce qui traîne dans nos quartiers populaires. Des gens qui sont racistes, parce que leur école de police est raciste, les forme à être cons, à être racistes, à être violents. C'est quoi? C'est l'école du désespoir, en fait. Hein. Donc, voilà. Il est temps qu'on se mette tous ensemble et qu'on ne fasse pas de clivage police ceci, police cela. C'est toute la police qu'il faut réformer. C'est toutes les armes qu'il faut abolir. Et peut-être même abolir aussi la police. Mais voilà, quand on va y arriver si on fait bloc tous ensemble et pas si on fait voilà. Et voilà. Merci Mélanie. Merci à vous tous. On va prendre un quart d'heure pour questions-réponses. Je pense qu'il y a pas mal de thèmes à évoquer. Il y a d'autres contextes d'emploi qu'on n'a pas pu faire rentrer dans la journée, mais il y aurait d'autres choses à dire sur d'autres contextes d'emploi. Donc, si vous pouvez faire des questions et des réponses assez rapides pour laisser la place à pas mal d'interventions.
Et donc, les personnes qui veulent intervenir, il y en a une là, oui, déjà. Est-ce qu'on peut revenir sur la distinction maintien de l'ordre, police judiciaire, en rappelant que justement, c'est deux autorités différentes. C'est-à-dire que le maintien de l'ordre, c'est l'autorité administrative, il me semble, c'est le préfet. Et dès qu'il y a une opération de contrôle d'opération de police judiciaire, c'est donc le procureur. Est-ce que, peut-être, Chloé, tu es avocate, tu pourrais nous faire un petit topo sur la distinction de ces autorités? Non, mais qu'est-ce que ça implique justement dans le traitement et dans la manière de lutter contre tout ça? Tu me prends un petit peu de cours parce que je pense que tu viens de faire la différence toi-même entre la police administrative et la police judiciaire. Après, c'est des différences très techniques sur les contextes d'usage des armes, etc. Mais principalement, globalement, moi, je vois pas une distinction fondamentale qui changerait un usage significatif. Dans tous les cas, le problème c'est l'armement. Dans tous les cas, le problème c'est les contextes. Enfin, est-ce que tu voulais que je signifie quelque chose de particulier? Je comprends pas exactement le. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pas. Pardon, je me permets d'intervenir. Chloé va intervenir cet après-midi. Il y aura un aspect judiciaire aussi qui va être développé peut-être à ce moment-là. Après, à la pause déjeuner, ouais. Pour qu'on puisse enchaîner. Pour te répondre rapidement, pour moi, il n'y a pas de procédure plus rapide ou plus facile quand c'est de la police administrative ou quand c'est de la police judiciaire. S'attaquer à l'État, dans tous les cas, c'est particulièrement compliqué. Et ça me semble pas, il n'y a pas un contexte qui me semble être plus facile dans la riposte juridique. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en discuter pendant la pause s'il y a des choses particulières sur lesquelles tu veux que je m'appesantisse cet après-midi dans mon intervention. Mais ça me semble pas être là, en tout cas, de la façon dont tu l'exposes, je ne vois pas une différence fondamentale. En fait, je voudrais rebondir justement, c'est que l'opération le maintien de l'ordre, en amont, c'est le préfet en fait qui le décide. L'opération de police, en fait, c'est à l'initiative de la police et c'est après que le parquet intervient. Elle est là la différence. C'est pour ça qu'on dit que la police, à ce moment-là, elle est en roue libre. Parce qu'elle décide elle-même du contexte. C'est elle-même qui décide du contexte. Et c'est ça qui fait la différence. Elle décide du contexte, elle rédige un procès-verbal dans l'histoire en fait qu'elle veut adapter. Et ensuite, il y a le procureur qui arrive après, qui lui, en fait, va construire une histoire pour dédouaner le flic. Et donc, par principe, il va essayer de valider le procès-verbal du policier. Oui, ce qui vient de se dire à l'instant, là, par les 4 intervenants, est fondamental. Fondamental dans la mesure, effectivement, où on sait très bien que ce qui se passe pour les étrangers, ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est ce qui va se passer partout ailleurs. C'est le droit commun qui va s'appliquer partout. Donc, c'est très important de lier ces luttes ensemble. Et effectivement, je remercie Mélanie de la fin de son intervention, car pour nous, c'est fondamental de pouvoir agir à tous les niveaux ensemble. Et c'est uniquement parce que on va pouvoir travailler et le faire ensemble qu'on pourra faire évoluer les choses. Et par rapport à ce que tu disais effectivement sur les amendes, c'est vrai qu'en grande partie, c'est difficile de contester des procès-verbaux et qu'il y a beaucoup d'amendes. Mais je peux seulement dire, et peut-être que Chloé pourra en rappeler aussi cet après-midi, qu'au niveau, parce que je suis en même temps à la Ligue des droits de l'homme au syndicat des avocats de France, du moins maintenant, plein exercice, mais bon, quand même, simplement pour dire qu'il y a un certain nombre de nos confrères, notamment à Nancy, le tribunal de police de Nancy, où il y a eu des contestations justement d'amendes qui ont été faites pour des pratiques en matière de manifestation, où les confrères en question ont obtenu des relax. Il y a eu des relax qui ont été intervenus. Et par conséquent, lorsque le but en même temps, c'est de faire en sorte qu'au niveau des luttes en question, il y ait également un lien avec notamment des défenseurs, notamment les avocats, entre autres, qui soient assez militants et qui soient prêts à intervenir pour pouvoir contester ce que tu dis effectivement. Mais le problème, c'est que dans les quartiers, et même pour les étrangers, il y a très peu d'avocats qui sont disponibles et qui veulent le faire. Et la plupart du temps, les gens se défendent sans connaître effectivement leurs droits et sans pouvoir le faire. Donc en même temps, ce qu'il y a, c'est que quand on peut le faire, moi je sais qu'à Montpellier, on a obtenu aussi quelques relax dans ces matières-là, mais effectivement, c'est pas évident parce que dans le train de police, effectivement, lorsque l'avocat intervient et ce qu'il est choisi, effectivement, à ce moment-là, il est payé
quasiment des clopinettes, et donc c'est une volonté personnelle de le faire. Donc il y a tout un système général qui fait que il faut qu'il y ait un, comment dirais-je, je dis bien, un lien dans les luttes entre justement les étrangers, les quartiers populaires et ce qu'on appelle au niveau des luttes générales au niveau des syndicats, et en lien justement avec un certain nombre d'avocats qui peuvent appuyer et pouvoir par leur expertise contrer ce qui se passe. Le souci, c'est que, en fait, là, je crois que Christian parlait essentiellement des amendes liées au confinement et couvre-feu, les PVK niveau. Et du coup, si tu veux, quand on la conteste, on la reçoit, mais majorée. Et donc, du coup, il n'y a pas tout le monde en plus qui le dit, et du coup, des moments, les gamins qui sont mineurs, ça s'accumule, et là, on va sur une génération qui va être surendettée, qui commence leur vie surendettée par des amendes. Oui, alors moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, l'observation sur les lycées et la distinction sur les lycées, parce que finalement, je me dis qu'on a raté une des cibles, enfin, où on n'y a pas forcément, on l'a pas identifié. Mais peut-être que la première cible de tout ce qui est en train de se passer, c'est la jeunesse. Et par diverses formes de répression, en fait. Est-ce qu'on constate, en fait, chacun dans son coin, mais pas forcément en même temps. Et c'est vrai on se rappelle de Mantes-la-Jolie, on se rappelle aussi à Béziers, il y a quand même eu un jeune aussi qui a été victime d'un tir au début du mouvement des Gilets jaunes. Répression immédiate extrêmement violente de la jeunesse qui était sortie à Perpignan et à Béziers, donc, enfin, voilà, pour parler que du coin. Hein. Donc oui, c'est la cible. On a vu la police dans les lycées au moment des contestations de Parcoursup, c'est-à-dire pas en dehors, à l'intérieur. Il y a une forme de répression de la jeunesse. On parle du fichage, de différentes formes de fichage. Parcoursup est une forme de fichage. La répression disciplinaire dans les établissements, elle existe de plus en plus aussi. Donc en fait, que ce soit aussi sur des mouvements écologistes qui concernent la jeunesse, féministes, de plus en plus la jeunesse, c'est peut-être là aussi qu'il faut regarder quels sont les outils et justement comment on va chercher à leur dire faut pas sortir, quoi. À la fois par les dissuasions et la violence, hein, puisque la moindre la moindre expression lycéenne finit dans un bain de lacrymogène ou avec d'autres types de violences. Mais c'est vrai, peut-être dans les pistes, voir avec les syndicats justement d'éducation nationale, les parents d'élèves, les syndicats lycéens, peut-être une ouverture sur ce type de sujet. Il y avait Yann derrière et puis il y a une autre personne aussi. Je vais faire très court, hein, parce que comme j'ai parlé tout à l'heure. Juste, moi je pense que ce qu'il faut questionner aussi sur cette question de l'intervention des forces de l'ordre en cadre administratif, de police administrative dans le cadre des manifestations ou de police judiciaire dans le cadre des quartiers, il y a aussi cette question de la proximité, ce grand argument de la proximité. On nous a déjà servi la mixité sociale dans les années 80. Aujourd'hui, on nous sert il y a une espèce de balance toujours entre la droite et la gauche sur la question de la proximité supposée au réel de la police. Et je trouve que ce que tu dis aussi, toute cette allégorie sur les policiers qui font du foot, elle pose question aussi, parce que c'est pas leur taf en fait. Donc c'est normal qu'en fait ça n'existe pas. Pour moi, la police de proximité, ça n'existe pas. La seule proximité qui existe chez les policiers, c'est la BAC. Et c'est une proximité violente, harcelante, omniprésente, etc. Juste pour rappeler les chiffres, la police municipale, 31% de la police municipale, parce que je voulais le dire tout à l'heure, sont équipés de LBD aujourd'hui. Donc c'est un tiers de la police municipale. La police municipale, c'est la proximité par excellence, qu'on sert comme la police gentille en fait, la police au service des gens, la police secours, machin truc. Ils sont équipés à un tiers de LBD et 57% sont armés d'armes à feu. Et dans l'Hérault, 87% quand même. Hein. Attention, vous êtes forts. Hein. Et 20% sont équipés de taser. Et ça veut dire qu'il y a 2600 communes qui ont au moins une arme sublétale. Et ça aussi, ça va avec la militarisation qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est juste pour rappeler, quand on parle de proximité, quand on veut la promouvoir, la proximité, eux là-haut, ils entendent quelque chose d'autre. Hein. Donc juste, c'est vraiment, il faut être prudent avec cette notion de police de proximité. Voilà, c'était juste la police de proximité, elle tue, mais en connaissant le prénom du gamin. Et en connaissant le nom de famille, c'est la seule différence. C'est-à-dire qu'ils savent qui tue, ils connaissent la famille, parce que. Et elles contrôlent tous les jours quelqu'un dont ils connaissent parfaitement l'état civil. C'est juste la différence. Ils tuent en sachant qui c'est et en connaissant la maman. Voilà. Juste un petit truc, peut-être pour rebondir là-dessus. Après, je laisse la parole. Sur la distinction, peut-être qu'on peut évoquer cet après-midi. Je pense que c'est important quand même. Le cadre de l'emploi de la force publique n'est pas le même en manifestation et en quartier populaire. Il y a quand même un truc de responsabilité pénale du policier qui est différente
en police judiciaire, en police administrative, peut-être tu peux le disqualifier en disant le droit prouve l'inverse, hein, mais c'est ce qu'on pourrait peut-être évoquer. En cas de police administrative, donc de maintien de l'ordre, on va plus tendance à c'est peut-être plus facile d'incriminer la hiérarchie, plus facile, hein, avec toutes les nuances que ça compose. Et sur la question de l'indemnisation du préjudice, on a quand même des clauses d'exclusion des assurances qui font que quand tu es blessé dans le cadre d'émeutes urbaines, il y a une clause émeute urbaine chez tous les assureurs qui font qu'en fait, tu peux pas bénéficier d'indemnisation, tu es disqualifié d'office. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ils veulent faire passer les manifestations comme des phénomènes d'émeutes urbaines, de violence urbaine. Et c'est là où, en fait, le droit va venir servir leur soupe. Merci. Oui, c'était une question pour Mélanie Louis. Parce que là, on est dans un cycle de conférence sur les armes mutilantes, stop armes mutilantes. Dans la présentation que vous avez faite, j'avais l'impression qu'on parlait pas seulement d'armes mutilantes, mais on parlait d'un problème plutôt systémique. Et j'aurais aimé savoir si vous pouvez amener une petite précision. Par exemple, est-ce que vous pensez que l'interdiction d'armes mutilantes dans la police serait un apport ou ne changerait rien dans la thématique que vous évoquez? Et est-ce que vous avez des exemples plus précis dans le domaine armes mutilantes par rapport à la thématique que vous avez évoquée? Oui, effectivement, les violences dites symboliques prennent autant de place que les violences physiques parce que, comme j'ai expliqué, on est vraiment dans cette stratégie de dissuasion, d'invisibilisation des personnes étrangères. On est dans cette machine à expulsion. Donc, c'est pour ça que je vous avais dressé un petit peu le tableau avec les différents types de violences. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer le spectre des violences qui ne se cantonnaient pas qu'aux violences physiques, avec effectivement cette systématisation des violences. Est-ce que ça changerait quelque chose qu'on enlève les armes? Oui, bien évidemment, parce qu'il y a également les violences physiques. Ça date d'il y a quelques mois maintenant. Il y a eu des tirs de LBD sur le campement ici à Montpellier. Donc oui, des tirs de LBD, il y en a. L'usage de ces armes-là, effectivement, c'est une problématique. Mais ce que l'on voit au quotidien, c'est beaucoup plus ces violences symboliques. Voilà. Donc oui, bien évidemment qu'il faut cadrer l'usage des armes, y compris envers les personnes étrangères. Mais ce que je voulais dénoncer, c'était ce spectre plus large des violences qui vont au-delà de ces violences physiques-là. Voilà.